Une question ce matin. État du Sahel, médias occidentaux complices du terrorisme. Nous nous interrogeons. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Terrorisme et médias entretiennent des relations aussi complexes, ambiguës que consubstantielles. Ils entretiennent entre eux un lien organique et fonctionnel. En effet, affirme d'ailleurs Joss, sans médias, le terrorisme moderne ne survivrait pas. À l'ère de l'information, dans notre société mondialisée, les médias offrent la caisse de résonance indispensable au terrorisme pour diffuser leurs messages et répandre la terreur. Sans eux, ces actes n'auraient qu'une portée très limitée. En relayant un attentat, une prise d'otage ou une mise à mort, les médias offrent une emphase et un écho international à ces actions. N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui dans tous les médias occidentaux? Comment comprendre, mesdames, messieurs, que là où les journalistes africains ne peuvent pas justement arriver, eh bien, les journalistes occidentaux se retrouvent dans des zones de conflit, se retrouvent à parler avec des terroristes, à interviewer les terroristes, à causer avec des terroristes. Comment savent-ils où se trouvent ces terroristes? Et comment comprendre justement que les États qui disent lutter contre le terrorisme ne savent pas où se trouvent ces terroristes, alors que leurs journalistes, mesdames, messieurs, connaissent précisément où ils se trouvent. De qui se moque-t-on? Les groupes terroristes aujourd'hui, mesdames, messieurs, cherchent avant tout à créer la panique, la terreur, la psychose au sein même de l'opinion publique. Les médias, dans leur rôle traditionnel d'information du public, couvrent les actes terroristes et se retrouvent parfois dans une posture embarrassante. Comment informer sans servir la cause des terroristes ou sans glisser dans l'émotion en servant de relais du discours officiel? Hacker, qui l'écrit en 1976, souligne que les médias diffusent une culture de la violence qui nourrit le terrorisme. Pour Walton et Wierwiorka, les médias adoptent 3 types de réactions face aux terroristes. La fascination, répulsion, qui peut faire le jeu des terroristes, l'attachement à la vérité, en se distanciant aussi bien vis-à-vis des pouvoirs publics que les terroristes, et la solidarité démocratique avec l'idée que l'adversaire principal reste quand même le terrorisme en ce qu'il menace la démocratie et la liberté d'expression. Tout ce que nous voyons dans les États du Sahel, Burkina Faso, Mali, Niger, eh bien là-bas, les journalistes apparemment pilulent comme, on va le dire, des champignons. Qui leur dit très souvent où se trouvent ces terroristes? Qui leur donne le pouvoir de les interviewer? Et d'ailleurs, leurs États seraient-ils finalement au courant de ce qui se passe justement dans le Sahel? Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore ce matin, État du Sahel, médias occidentaux complices du terrorisme? Telle est notre grande interrogation. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec le docteur Jean-Paul Mbelek. Il est notre invité ce matin. Docteur Jean-Paul Mbelek, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à tous nos téléspectateurs de l'émission Parole panafricaniste de Panafricaniste TV. Bonjour à notre équipe technique. Je t'écoute Steve. État du Sahel, nous parlons justement des États du Sahel, Burkina Faso, Mali, Niger, médias occidentaux complices du terrorisme, jusqu'à preuve de contraire dans les médias occidentaux. On en parle tellement comme si ces médias, ces journalistes d'ailleurs, étaient les amis des terroristes. Qu'est-ce qui se cache derrière? Oui, alors, je fais un petit historique, mais d'abord une petite remarque. De nos jours, on parle de l'Occident. Hein. Oui. Bon, même si c'est vrai, ils ont aussi influence sur la presse hors d'Occident, mais regardons d'abord la presse en Occident, par exemple en France, en Angleterre, aux États-Unis, en Italie, partout là. Voilà. Beaucoup de cette presse a été achetée par des manias, qu'on appelle les manias de la presse, mais en fait qui souvent sont des milliardaires, des gens qui ont qui gèrent des multinationales, voilà. Et ils ont acheté de la presse pour influencer l'opinion. Mais il y a aussi une autre presse nationale qui est sous la botte de l'État. Par exemple, pour le cas de la France, on sait RFI, France 24, TVC Monde et on en passe. Voilà, c'est la botte de l'État. Hein.
Bon, maintenant, les autres LCI, je parle de la France, hein. Oui. Voilà, CNews, BFM TV, ça c'est les étoiles privées, mais bien sûr. Qui travaillent toujours pour l'État français. Ils travaillent pour l'État français parce qu'ils sont main dans la main, les multinationales et l'État français. Les multinationales gèrent l'État français. Oui. Ils ont une influence puisque quand le chef d'État français, il va dans un pays étranger qui a quelques moyens financiers, il emporte avec lui quelques ambassadeurs, parmi lesquels les patrons de multinationales. Hein. Oui. Et parfois les patrons de presse également. Voilà, de presse, tout ça, voilà. Donc, ils sont la main dans la main, quoi. Les uns travaillent pour les autres. Et puis, il y a aussi le fait que l'État français même subventionne la presse écrite, même privée. Du coup, la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Oui. Donc, cette presse est de plus en plus conditionnée. Bon, c'est vrai, la presse libre, maintenant, elle est plutôt sur Internet. Hein. Elle est sur Internet et puis elle compte sur les abonnés. Voilà. Bon, d'abord, c'est notre cette presse libre qui est toujours censurée. L'occasion de, oui, bien sûr. En plus, sur YouTube, si tu fais pas attention, ou sur d'autres Facebook ou d'autres plateformes, on peut te sanctionner. Réduction de vues, hein. Un matin, vous vous retrouvez à 100 000, subitement, 2 heures plus tard, vous êtes à 1000. Voilà. Mais bon, comme pour l'instant, on n'a pas d'autre chose à notre disposition, on fait avec. Et donc, je veux donc en profiter pour dire aux nos téléspectateurs que Panafricaniste TV elle-même, pour être indépendant, a besoin que les abonnés contribuent. Voilà. D'abord en faisant des partages pour faire connaître au maximum voilà. La télévision. Oui. Voilà, la télévision. Ensuite, ceux qui peuvent appuyer sur le plan financier, qui n'hésitent pas, par Tipeee ou par PayPal. Et même bientôt, il y aura un Momo. Ou encore. Mobile Money. Oui. Ou encore. On aura le temps. Voilà. Donc, ils peuvent contribuer et qui n'hésitent pas. Ça nous fait une capacité, d'abord, on est plus libre. Ensuite, une capacité à réinvestir pour plus de matériel, une meilleure visibilité, une meilleure programmation. Et puis, vraiment, la chaîne appartient à nos abonnés. Ça appartient à tous les Africains dans tous les cas. À tous les Africains, oui. Dont aux abonnés. Voilà. Alors, une fois que j'ai dit ça, je reviens dans ce sujet. Donc, un peu d'histoire, Steve, pour le terrorisme. Tu sais, au début, par exemple, quand on est au début du XXe siècle, les terroristes, c'était sur les anarchistes, hein. En tout cas, les gens qui voulaient faire tomber des monarchies. Et c'était un ou deux attentats de temps en temps, tous les 3 ans, tous les même 10 ans même. Hein. Voilà. Par exemple, il y a un attentat qui a déclenché la Première Guerre mondiale, c'est lorsque l'archiduc de l'Empire austro-hongrois est assassiné alors qu'il est en train de faire une tournée dans les Balkans. Oui. Bon, je pense précisément c'était en Bosnie-Herzégovine. Bon, alors, donc, ça a créé la Seconde Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, par un jeu d'alliance, voilà. Ensuite, plus tard, on a eu par exemple, les Palestiniens, même, ils ont fait des attentats, hein, parce que c'était leur façon de se faire entendre. Et puis, il y a eu les Brigades Rouges en Italie, il y a eu la Force Armée Rouge, la RAF, en Allemagne aussi, avec la bande à Bader, Meinhof, et eux aussi, ils faisaient des attentats pour se faire entendre. Donc, c'était une façon, et puis ils détournaient des avions, par exemple. Et puis, plus tard, ça a évolué. Il y a eu des attentats, des États maintenant qui ont commencé à financer des attentats. Par exemple, l'Iran a fait des attentats en France à travers des groupuscules. Bon, on connaît le fameux Carlos, parce qu'ils avaient un contentieux avec la France sur l'uranium, oui. Les centrales nucléaires, plutôt précisément. Et la France livrait ni l'uranium, ni n'achevait pas la construction de la centrale nucléaire, alors que l'Iran avait donné son argent. Donc la France voulait seulement escroquer l'argent des Iraniens. Bon, les Iraniens ont dit, ah bon, c'est comme ça, bon, attentat, voilà. Bon, ils ont commencé à se faire entendre comme ça. Et puis il n'y a pas que ça, il y a eu, bon, je parlais des Palestiniens tout à l'heure, voilà. C'était, à ce moment-là, le terrorisme, c'est un peu comme la force du désespéré. Et puis après, c'est devenu la force des États qui n'ont pas encore atteint certaines capacités pour s'imposer, pour imposer leur point de vue vis-à-vis d'autres États. Je parlais de l'Iran tout à l'heure. Et puis, donc ça, mais les attentats là avaient toujours lieu, Steve, en Occident, regarde bien, ou en Europe, dans le cas du premier attentat en Bosnie-Herzégovine, dans les Balkans, qui a convoqué la Première Guerre mondiale. C'était toujours l'Europe ou l'Occident, au sens large, y compris les États-Unis. Voilà. Mais bon, il y a eu même le 11 septembre, c'est toujours en Occident. Mais jusque-là, les premiers attentats comme ça commence en Algérie, pour le cas de l'Afrique.
Bon, je parle pas des luttes pour l'indépendance, Steve, parce que si je parle de lutte pour l'indépendance, je crois que tout le monde a fait des attentats. Même De Gaulle a fait des attentats d'une certaine façon, puisqu'on faisait à son nom. Oui. Voilà. Donc, une fois qu'il a rallié tous les maquis de France, c'était lui le chef. Il y avait des attentats que les gars faisaient quand même. Bon, ben c'est à son nom. Bon, donc tout le monde a fait des attentats. Bon, donc je ne parle pas des luttes pour l'indépendance. Donc comme ça, on va mettre ça de côté. On va dire que comme il y a un oppresseur, tous les moyens sont bons. Enemies necessary, a dit Malcolm X. Bon, donc on va laisser ça. Bon, je parle pas du tout d'indépendance. Je parle là dans le cas des attentats. Le premier qu'on voit en Afrique, indépendamment dit pour l'indépendance, c'est en Algérie. Voilà. Et nous savons aujourd'hui que l'État français n'y était pas pour rien. Voilà, parce qu'ils n'ont jamais, comment dire, retiré leurs yeux totalement de l'Algérie. Bon, je vais faire court, hein, je vais m'arrêter là. Et puis, petit à petit, ça s'est déporté dans le Sahel, puisque les Algériens, ils ont réussi à avoir le dessus sur leurs terroristes. Et les voilà maintenant au Sahel. Et voilà. Donc, les Algériens, c'est leur façon de gérer leurs problèmes. Ça n'a rien de panafricaniste. Là, moi, je me fais dire tout de suite, l'Algérie et moi, on peut pas être d'accord. Je suis pas le seul. Je vais même dire plus généralement que je crois pas qu'un Algérien peut convaincre un vrai panafricain. Et l'Algérien qui le fait n'est pas vraiment panafricain. Dans ce cas-là. Je dis pas qu'il n'est pas dans son âme même panafricain. Mais s'il avance ce genre d'argument que l'Algérie a défendu son intérêt national, ce n'est pas panafricain. Parce qu'un panafricain met tout en avant les intérêts de l'Afrique. En d'autres termes, par exemple, moi je suis Camerounais. Il n'est pas question que les intérêts camerounais se fassent aux dépens de l'Afrique. C'est-à-dire que s'il y a un intérêt camerounais, mais que manifestement, quand nous l'analysons, on voit que ça va jouer contre l'Afrique, ce n'est pas un intérêt camerounais. Il cesse d'être un intérêt camerounais à ce moment-là. On n'a pas à investir là-bas. Parce que nous, on va en profiter localement, mais ça va nuire. Les Rwandais, par exemple, ils sont champions de faire des choses pareilles. OK, Kagame, il n'a pas de coltan, mais il vit de coltan. Le Rwanda vit de coltan. Le Rwanda est en train de se développer. Mais on dépend de qui? De RD Congo, qui est bien plus grand en territoire, 2,4 millions de km², même un peu plus, qui est quand même beaucoup plus peuplé, plus de 102 millions d'habitants. Mais par rapport au Rikiki Rwanda, tu crois que moi, je suis panafricain, je choisis quoi? Si je dois prendre en priorité, je choisis d'abord la RDC. Le Rwanda, je verrai plus tard. Parce que c'est quand même, c'est là que ça pèse le plus. Oui. On n'est pas encore des imbéciles, si. Enfin, si, peut-être qu'on l'est, mais bon. Pas trop, juste un peu. Voilà. Alors donc, non, ce n'est pas du panafricanisme. Un vrai panafricain ne peut pas développer une politique qui serait nationale, mais au détriment du reste du continent africain. Non, c'est pas panafricain. Donc, à ce niveau-là, l'Algérie, j'accuse l'Algérie, encore aujourd'hui. Il faut qu'ils revoient leur position vis-à-vis du Mali, du Niger et même du Burkina Faso. Voilà. Et il n'y a pas que ces deux États-là. Mais c'est le sujet brûlant qui est d'actualité, là. Voilà. Alors, donc, en revenant dans ce sujet, je disais que, là, maintenant, c'est Touriste qui maintenant s'étend. Et c'est là, Steve. N'oublie pas que, dans les années 80, il naît le Paris-Dakar. C'est que, il y a un monsieur qui s'appelle Thierry Sabine. Il arrive à trouver de l'argent, cela a convaincu plein de gens, que ce serait amusant de ramener des voitures, des motos depuis Paris. Oui. Jusqu'en Afrique de l'Ouest. Et ça finit d'ailleurs que c'est passé par le Cameroun également. À un moment donné, c'est venu au Cameroun, ça, j'ai jamais su. Ah, je savais pas. C'est même passé par Babimbi à une époque. Vous avez accepté ça? Oh, vous savez, j'étais encore tout petit. Oui. Bon, moi, je savais même pas que c'est passé par là-bas. Donc, ils ont écrasé combien de gens, là? Parce qu'ils avaient l'habitude d'écraser les enfants. Non, je pense pas. Les enfants traversaient. En tout cas, mais bon, moi, même s'il y a eu ces petits dégâts-là, parce qu'ils abîment les routes, parce que c'est le luxe qui passe devant les gens qui ne vivent pas ça. Bon. Mais bon, peut-être que certains, ça les amusait, non? Même les locaux, là. Ils vendaient aussi un peu, faisaient du commerce. Bon. OK. Ça reste quand même la dimension humaine, même jusque-là. Par contre, derrière, les barbouzes français se sont infiltrés. Oui. Et donc, il y a une thèse qui dit que la mort de Thierry Sabine, l'hélicoptère qui est tombé, là, et la mort de Thierry Sabine, et le dernier Balavoine, le chanteur, là, que c'était un attentat monté contre eux parce qu'ils avaient découvert le trafic d'armes qui commençait à se faire au Sahel parce que les Français voulaient maintenant relancer le terrorisme. Oui. Voilà. Donc après les premiers mouvements dans les années 60, juste après l'indépendance du Mali, hein, ils ont remué là un petit mouvement qu'on appelle tout entre guillemets Touareg, voilà. Et ils ont remis ça dans les années 90. Il y avait même un Touareg bien connu là qu'on voyait souvent dans le Paris-Dakar, Mano Dayak, lui-même a fini par conduire les voitures à la fin. Mais Mano Dayak est devenu un chef Touareg de la rébellion contre le Niger. Lui, c'est un Nigérien.
Voilà. Donc, voilà comment ça s'est fait. Et nous nous en plaignons aujourd'hui. Si bien que, puisque la presse française est financée par l'État français, puisque l'État français même a sa propre presse, puisque les multinationales ont leur presse et qui travaillent de main dans la main avec les Français, puisque les Français ont cette politique coloniale, le tourisme est devenu une de leurs armes. L'ayant subi, eux, au départ, je l'ai dit, l'historique. Oui. Maintenant, entre-temps, t'as vu avec le Paris-Dakar, tout ça, là, Oui. ils ont étudié l'affaire. C'est devenu une arme. Il n'y a pas que la France, j'ai appelé les États-Unis. Les États-Unis avec Ben Laden, tu vois. Exactement. Pareil, ils ont fini par retourner les choses. Ils ont créé ISIS, là, enfin, le Daesh. Daesh, c'est-à-dire que c'est eux qui manipulent ça. Voilà. Si bien que Daesh, ISIS, Daesh, c'est pas la même chose, AQMI, et puis Boko Haram. Qu'est-ce qu'ils font, Steve? Mais non, ce sont les Africains qui tuent. Ils ne touchent pas un cheveu d'occidental. Parce qu'on dit Boko Haram, l'éducation occidentale est un péché. D'abord, Boko Haram ne veut pas dire ça. Donc, tu vois bien que celui qui traduit là, c'est son intention. Là, c'est vraiment mal compris les choses. C'est la traduction des Français. C'est eux qui disent ça. Mais Boko Haram n'a jamais touché un cheveu au point de lui faire mal d'un Français. La famille Moulin-Fournier qu'ils ont enlevé, ils n'ont pas fait du mal. Au contraire, ils ont reçu une rançon. Ça leur a renfloué les caisses. Voilà. Et tu vois que c'est une façon de transférer l'argent. Voilà. Mais Boko Haram n'a jamais tué un Français, Steve. Un blanc. Boko Haram tue que les Noirs. Et Boko Haram tue des Noirs musulmans. Ils cherchent quoi alors? C'est la même chose pour Hakimi, c'est la même chose pour Daesh, c'est la même chose. Voilà. Les gens qui coupent les têtes là, c'est pas des Français. Ce sont des blancs en tout cas, de souche. Ce sont des gens locaux là. Donc tu vois bien qui a retourné l'affaire. C'est maintenant devenu, par exemple, là, au niveau des États du Sahel, c'est devenu une arme. Et même au niveau de la RCA, la Centrafrique. Hein, quand on crée comment on appelle, ça c'est venu après. Il y a d'abord eu, avec Joto Dia, là, il y a d'abord eu Seleka. Oui. Après, bien sûr, Anti-Balaka. Tout ça, là. Et maintenant, CPC, ils sont tous ensemble. Voilà. Mais c'est pour déstabiliser les États. C'est-à-dire et or, c'est une vieille politique qui remonte même au niveau des Romains. Une vieille politique. C'est-à-dire que pour coloniser, pour pérenniser la colonisation, il faut terroriser la population. En fait, le terrorisme est la première arme du colon pour se maintenir. Pour la terreur. Oui, c'est pas la terreur qui se maintient. Voilà, c'est une arme. Voilà. Et elle fait même plus de dégâts parce qu'elle touche le cerveau. Elle paralyse les esprits. Elle démoralise. Tu vois? Elle fait que même le plus fort ne peut plus réagir parce qu'il a été traumatisé. Il est paralysé. Il croit qu'il ne peut plus rien faire. Il sent ses efforts comme si ça sert à rien. Donc, il se soumet. Comme s'il ne valait plus la peine. Voilà, il se soumet. C'est une arme des colons depuis toujours. C'est toute personne qui s'investit dans la colonisation, c'est qu'à un moment donné, il va faire du tourisme pour se maintenir. Voilà. Donc, du coup, tu comprends la presse occidentale. Elle est main dans la main avec le terrorisme par ce canal-là de l'État colonisateur qui la finance et elle travaille pour cet État. Donc, finalement, elle travaille aussi pour les terroristes qu'elle doit mettre en valeur puisque les terroristes sont les terroristes de l'État colonisateur. Donc, finalement, jusqu'à preuve de contraire, selon le narratif de ces médias occidentaux, les zones du Sahel sont réputées être des zones dangereuses. Comment ça se fait donc que ces zones qui sont dangereuses, on puisse voir là-bas des journalistes qui interviewent des terroristes? Mais oui, ils sont parmi ceux qui travaillent pour l'État d'où eux ils proviennent. Ils sont en sécurité. C'est toi et moi qui ne serons pas en sécurité, Steve. D'ailleurs, je te donne un exemple personnel simple. Moi, j'ai quitté le Bénin en 2012, je suis jamais retourné. Même s'il y a Assimi Goïta, j'attendrai que eux-mêmes sifflent à la fin de la récréation, disent que maintenant il n'y a plus de terrorisme, que je retourne. Ouais, parce que je trouve que j'ai mieux à faire ici qu'aller m'exposer comme première cible visible de loin. Parce que moi, si je mets le nez au Mali, avec les terroristes là, je suis une cible visible. À l'aéroport, même, je suis déjà ciblé. Je connais bien le Mali. J'ai vécu au Mali, j'ai fait beaucoup de choses au Mali. Voilà, j'ai fait des mentions scientifiques. Beaucoup de Maliens me connaissent. J'ai même eu une attache avec le gouvernement à un moment donné. Voilà. Donc, je peux pas aller comme ça. Donc, c'est pour te dire que moi, africain, alors que je suis panafricain, j'allais au Mali en tant que panafricain. Je peux pas y aller là. Même là, actuellement, avec les services Goïta, je peux pas y aller. Je prendrai pas ce risque. OK? Ça, c'est inutile, puisqu'il y a encore du travail à faire ici. Je le fais mieux ici. Le risque, le jour où tu me vois là-bas, c'est que le risque est tombé. Or, un Français, lui, peut y aller tranquille, un journaliste, même jusqu'à aller interviewer le terroriste. Il sait qu'il ne craint rien, Steve. Puisqu'il est parmi les gens qui travaillent pour l'État, dont lui, il est ressortissant, et la presse qu'il envoie, c'est une presse, soit de l'État, soit une presse qui est de connivence avec l'État. OK? Donc, c'est normal, ça. Ils sont complices. Oui, j'ai répondu déjà, ils sont complices. Ils sont complices. Bon, alors, OK. Bon,
complice. Si le terroriste décide là maintenant de massacrer quelqu'un, c'est pas le journaliste qui a dit de massacrer la personne. Ok? Donc la complicité là vient du fait que il y a accointance, on va dire. C'est-à-dire qu'il il fait le travail, il travaille pour le terroriste. Il est conscient par contre qu'il travaille pour le terroriste. Il vient pas me dire qu'il n'en est pas conscient. Bon, mais il n'est pas complice dans le sens que les actes posés par les terroristes, lui, il peut les commanditer ou les partager. Il peut être horrifié lui-même. D'ailleurs, si le terroriste dit on va égorger quelqu'un, il va vouloir fuir. Il va pas vouloir regarder ça. Il fait un travail d'écriture, tu vois. C'est que voir ça, ça va le traumatiser lui-même. Il va pas, tu comprends? D'ailleurs, on va pas lui proposer ça. De toute façon, il connaît son résultat. Le gars va sortir de là traumatisé. Ça a fait un scandale en France, avec la famille va dire quoi? Vous avez déglingué notre mari, notre frère, notre je sais pas quoi. Non. Mais ils sont complices dans le sens, il y a connivence. C'est-à-dire qu'il est quand même conscient qu'il vient voir des terroristes qui tuent des Africains sur place, ou d'autres peuples sur place. Voilà. Et son État est un État qui lui finance ces terroristes. C'est un État qui fait travailler ces terroristes. C'est même un État souvent qui a créé ces terroristes. C'est lui qui a monté l'affaire. Et ça, il est conscient. Qui ne vient pas dire qu'il n'est pas conscient. Tu vois? Donc finalement, les médias occidentaux sont les porte-voix du terrorisme. Bien sûr, oui. Directement. Quand il n'y a même pas d'indirectement. Ils sont directement. Parce que je lui ai dit qu'il est conscient du travail qu'il fait là. Tu vois? Il n'est pas complice, je vais me réexpliquer. Alors, il n'est pas complice au sens où le terroriste fait un acte, il va dire oui, c'est bien d'avoir tué, c'est bien, et qu'il lui-même veut participer pour voir. Non. Mais il est conscient de ce qui se passe là. C'est-à-dire que quand il vient là, il sait très bien que son État finance et lui doit faire la promotion de ce terroriste. Si, je te réponds oui, bien sûr. Oui. On peut imaginer un jour que ça va s'arrêter dans les pays du Sahel. Ça va s'arrêter le jour où nous sifflons la fin de la récréation. C'est-à-dire que c'est un problème de rapport de force. À partir du moment où le terrorisme ne peut plus agir chez nous, c'est la fin du terrorisme. Mais, par exemple, là, tu vois, l'enjeu à Kidal. Si Kidal tombe, j'entends que Issoufou même avait dit ça. Il avait fait une visite au Mali, il avait dit ça aux Maliens à l'époque, Issoufou. Si Kidal, il avait dit que tout le problème terroriste, là, y compris au Niger, c'est Kidal. Si Kidal, la région de Kidal, et la ville de Kidal d'abord, tombe, c'est fini. Et même l'Algérie n'aura plus ses pions en jouer. Parce que l'Algérie va être maintenant obligée de gérer les terroristes. Parce que si l'Algérie n'est pas capable d'arrêter ces terroristes qui vont fuir en Algérie, ils vont venir en Algérie, ils vont travailler ils vont agir en Algérie. Puis ils vont faire le travail des terroristes pour lesquels ils ont été formés. Ils ne savent pas faire autre chose, hein. Bon, maintenant, sur les Maliens, eux, maintenant, ils sont assez forts pour que ces terroristes ne reviennent plus. S'ils reviennent, on les massacre. Ben, c'est les Algériens qui vont maintenant traiter. En fait, ils auront seulement repoussé à plus tard le problème. Mais, tôt ou tard, ils sont obligés de traiter le problème du terrorisme sur leur territoire, comme c'était avant. Bon, peut-être pas aussi fort, parce que ils sont mieux avertis, mieux armés, mais ils vont devoir le traiter. Voilà. Et quand eux-mêmes vont le traiter, c'est fini. Le terrorisme ne tient que parce qu'il y a des complices aussi africains. J'ai pas dit le cas de l'Algérie. L'Algérie peut être considérée comme complice parce qu'elle joue son intérêt national au dépend de l'intérêt de l'Afrique. Je suis désolé du Sahel. Elle joue son intérêt national. Voilà. Quand tu viens en tant qu'Algérien, d'ailleurs, tu as vu que le grand Nigérian de transition a récusé la médiation algérienne. Tu vas là-bas, là, et tu publies dans la presse que la transition va durer 6 mois. Pourquoi 6 mois d'abord? Si c'est toi qu'on avait proposé 6 mois, tu vois. Tout le bien que le Mali a fait pour la libération de l'Algérie. Issa Diawara, c'est un de nos frères, là, panafricains comme nous, et au Mali. Il explique ça très bien. Et je suis content que Issa Diawara l'explique, maîtrise cette affaire. Parce que souvent, c'est des choses qui échappent aux jeunes de sa génération, mais il connaît très bien l'affaire. Le Mali a aidé. On a un autre sol là, qui s'appelle Linda Labaoui. Elle est algérienne. Elle reconnaît bien que le Mali a aidé l'Algérie. Bon, maintenant, elle n'est pas conséquente pour l'analyse pour les problèmes d'aujourd'hui. Elle n'est pas conséquente, à mon avis. Pourquoi? Parce que Issa Diawara explique bien comment le Mali, pour que l'Algérie ouvre un front sud, a aidé l'Algérie. C'est quand même le Mali qui a ouvert son territoire. 2, au niveau des négociations, les négociations ont été faites au Mali et au Niger au profit de l'Algérie, aux dépens de la France. Le Mali aurait pu faire comme l'Algérie. Les accords d'Alger sont aux dépens du gouvernement malien parce que c'était à genoux. Mais pourquoi les Algériens, eux, quand une négociation se fait chez eux, ils le font aux dépens. Là, ils voulaient le faire aux dépens du Niger. Ils le font aux dépens du Mali parce qu'ils voulaient centrer la partition du Mali et l'exploitation des biens du sous-sol par ces irrédentistes et non pas le gouvernement central. Voilà. Pourquoi l'Algérie le fait alors qu'à l'époque, les Maliens avaient négocié en faveur de l'Algérie. Ils avaient même été actifs pour aider les Algériens dans leur lutte pour l'indépendance. Hein, en ouvrant un front au sud. Alors, pourquoi? Donc, c'est la même, il y a des complicités en Afrique. Il faut que ça cesse. Et il faut que les Africains, maintenant,
ne démobilise plus. Parce que j'entends souvent des petites plaisanteries. Excuse-moi, Steve, tu veux qu'on chute? Non, vas-y. Voilà. Il y a, j'écoute, parce que tu sais bien que nous écoutons tout le monde. Il faut bien qu'on ait, non seulement qu'on ait l'information, mais qu'on tâte l'opinion. Oui. Voilà, donc on se gêne pas. Même ceux qui sont les radicaux, racistes contre nous, on les écoute aussi. Voilà. On a quand même la capacité mentale d'écouter un discours qui nous plaît pas. Mais le problème n'est pas que ça nous plaise. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on peut en comprendre? Et comment on va s'armer pour lutter? C'est ça. Parce qu'il faut qu'on gagne. La victoire, elle doit être là. Alors, donc, justement, il y a des frères africains. Je vais pas citer le nom, par contre, mais je vois très bien de qui je parle là. Il y en a d'autres, hein, mais il y en a un que je vois très bien là. Voilà. Il y en a qui disent que le panafricanisme, c'est un rêve. J'en ai déjà parlé. Mais il y a d'autres frères qui pensent que au niveau de la cause africaine, en fait, c'est comme s'il n'y avait rien à espérer. Il n'y avait rien à espérer. Voilà. Et en plus, il faut qu'on soit des pacifistes. C'est-à-dire que si vraiment on veut mener une lutte contre les terroristes, nous-mêmes, on doit être armés. Mais ce n'est pas notre tradition. Nous, on est des pacifistes. OK? Oui. C'est-à-dire qu'il faut qu'on désarme. En fait, même là, il faut qu'on désarme. En fait, on gagne contre les terroristes. Je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit qui descend là et puis fait le combat pour nous, quoi. Mais ça, c'est dans la Bible. C'est à l'époque les murs de Jéricho, oui, avec Josué. Mais de nos jours, là, il y a longtemps que Dieu, il est parti se reposer et il reviendra parce que Satan, la main libre est à Satan, là. Moi, j'essaie de comprendre la Bible. Là. Bon. Alors, donc, ils pensent qu'il faut pas qu'on soit armé, en fait. Mais c'est le tort, justement. Ils n'ont pas compris que c'est le tort de l'Afrique. On était puissants, on est venu faire pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu entretenir des armées. Désormais, les Africains doivent entretenir des armées en permanence. Tout jeune, à partir d'un certain âge, doit savoir tirer. Et il faut qu'il soit un bon tireur. On doit avoir des centres de tir partout. Le Aikido, c'est ça. Tous les sports de combat, on doit les maîtriser, y compris les sports de combat qui sont les nôtres à l'origine. Oui. On doit tout maîtriser. Il y a un endroit là, en Égypte, là. Quand tu vas là-bas, tu vas voir sur les murs, les différentes positions pour les sports de combat. Hein. Oui. Voilà, donc, les sports de combat sont connus en Afrique. Et donc, c'est à Beni Hassan précisément. Voilà. Donc, il faut que, bon, c'est un nom arabe, mais c'est pour te situer le lieu. Oui. Voilà. Il faut qu'on entretienne des armées. Une fois qu'on a vaincu les terroristes, on va pas démobiliser. Si l'armée est de 40 000 hommes, il faut qu'elle monte à 100 000 hommes. Les Occidentaux, eux, vont faire le contraire. Eux vont baisser leur, parce qu'ils croient que la technologie peut faire le travail. Nous, on met la technologie, mais on met aussi les hommes, puisqu'on a la population et les jeunes. Exactement. Voilà. Et donc, il faut plus désarmer, tout simplement. Il faut avoir des services disponibles dans le monde entier. Puisqu'on a la diaspora partout. Il faut qu'on ait les centres qui traitent l'information. Pas seulement créer un immeuble à Addis Abeba et dire que c'est le centre où on va rassembler toutes les informations d'espionnage, de contre-espionnage, alors que l'équipement n'y est pas et que les gens ne travaillent pas vraiment dans ce sens-là. Il va falloir que vraiment, et qu'on mette la diaspora à contribution. Voilà. Donc, moi, je crois à ça. Si on fait bien, et qu'on sait que, a priori, l'histoire nous a appris que nous avons beaucoup d'ennemis dans ce monde, et tant que le monde ne sera pas fraternel, on doit avoir des armées et des services de renseignement assez costauds, pas seulement pour espionner nos opposants, entre guillemets, parce qu'il y a des pays qui sont spécialisés pour espionner leurs opposants. Oui. Non, l'ennemi extérieur, ça compte. Bien sûr, l'endocolon, mais l'ennemi extérieur d'abord. Merci à vous, Dr Jean-Paul Bellec. Merci, Steve, de m'avoir donné la parole. Je souhaite une bonne journée à tout le monde. Et la patrouille, la mort. Nous vaincrons. Ah oui. Merci à vous également, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons de passer une très belle journée.